Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. 2 chevaux dans un mouchoir à l'arrivée du tiercé de Longchamp. Les juges et les photographies n'ont pas réussi à départager Pitt-Pan, le 12, et Reluctant, le 22, qui se sont classés 2e ex aequo. Aucune hésitation, en revanche, pour la première place, qui est revenue au 10, Fort Coolmore. Ce tiercé émotion a donc donné lieu à 2 combinaisons gagnantes dans l'ordre, ce qui est tout de même assez rare. 10, 12, 22 et 10, 22, 12. Les rapports sont plus longs à établir que d'habitude, et je pense, j'espère en tout cas, pouvoir vous les communiquer avant la fin de ce journal. L'atmosphère est tendue à Luxembourg, où les ministres de l'Agriculture de la Communauté européenne semblent avoir engagé un véritable marathon. L'Allemand Hertel et le Français Chirac s'accusent mutuellement de bloquer la négociation sur les prix agricoles. Un monsieur Bonzoffice avait été désigné pour essayer de trouver un compromis, mais sa mission s'est avérée extrêmement difficile, pour ne pas dire plus. Alors où en est-on exactement? C'est ce que va nous dire notre envoyé spécial à Luxembourg, Jean-François Robinet. Eh bien, voici le seul vent d'optimisme qui soit passé aujourd'hui sur la négociation de Luxembourg. Une délégation du Grand-Duché venue au Palais de l'Europe remettre un brin de muguet aux négociateurs. Mais pour le reste, on peut dire que depuis hier soir, les négociations piétinent. On peut tout juste espérer les voir reprendre dans quelques instants. En effet, les ministres ont attendu toute la journée, avec beaucoup de patience d'ailleurs, les nouvelles propositions de la Commission européenne. Ce matin, un avion spécial s'est même rendu de Luxembourg à Bruxelles pour chercher les membres de la Commission au grand complet. Sitôt arrivés, les experts se sont penchés sur le rapport préparé par M. Lardinois, qui avait entendu tard dans la nuit chacun des 9 ministres. Nous l'avons déjà dit depuis hier, au départ, il s'agissait de fixer les prix du lait, de la viande et d'autres produits agricoles. Il s'agissait aussi, mais on en parlait moins, d'envisager un réajustement monétaire de ces prix par rapport aux fluctuations des monnaies. Et puis tout a buté, non pas sur la fixation des prix laissés provisoirement de côté, mais sur les intentions politiques liées aux décisions. Intentions politiques exprimées par la Commission européenne et par la France qui souhaitent mettre fin au manque d'unité des prix agricoles chez les neufs en raison notamment de la réévaluation du marc. Et là, 2 positions s'affrontent. Celle de la France, qui est très ferme, refuse toute concession générale sans accord au moins partiel des partenaires pour un réajustement monétaire. D'autre part, celle de l'Allemagne, d'accord sur le principe de l'unité monétaire, mais pas maintenant, pas avant en tout cas un retour à des parités fixes des monnaies. En fait, et au-delà de ces positions techniques qui sont trop complexes pour les expliquer en détail, c'est toute la question de la volonté de la construction européenne qui est posée. Mais était-ce bien le moment? Faut-il risquer un échec sur la fixation des prix agricoles pour une intention politique plus importante pour l'avenir que pour l'immédiat? M. Chirac affirme que ce qu'on ne fera pas maintenant, on ne le fera pas plus tard. Il dit aussi qu'il ne comprend pas le refus allemand, et s'adressant aux journalistes français, il a été cet après-midi jusqu'à prêter, en pensant tout haut, a-t-il dit, jusqu'à prêter aux Allemands des intentions cachées. Par exemple, que M. Hertel voudrait conserver une marge de négociation plus large avec les États-Unis. Ces propos, rapportés par un journaliste allemand qui s'était mêlé au groupe des journalistes français, a fait sourire M. Hertel, qui a même prononcé des paroles peu aimables à l'égard de M. Chirac. Mais faisons ici la part de l'énervement, de la tension dans une négociation qui met en jeu d'importants intérêts et pour les ministres, leur image de marque vis-à-vis de leur gouvernement et de leur opinion publique. Vous le voyez, l'ambiance est tendue. Tout à l'heure, ministres et commissions vont abattre un nouveau jeu, peut-être la dernière partie. À 24 heures dernière, en tout cas, je pense que nous pourrons compter les points d'une façon plus précise, du moins je l'espère. Un membre éminent de l'Institut, le professeur Robert Debré, a relancé hier soir le débat sur l'avortement. Au cours de la séance de clôture des entretiens de Monaco, le père de l'ancien Premier ministre a déclaré qu'il fallait absolument modifier la loi actuelle sur l'avortement et créer une loi plus libérale. Le professeur Debré va préciser sa pensée dans un instant, mais je vous propose de voir d'abord, et cela intéresse toutes les femmes, ce qu'il faut retenir des travaux des nombreux médecins et spécialistes réunis à Monaco. Un enfant anormal naît toutes les 20 minutes dans le monde. Cette statistique est effarante, mais s'explique somme toute assez facilement, Guy Sartoulet. L'un des sujets importants abordés à ce congrès, le comportement de la femme pendant sa grossesse, les dangers qu'elle court et les risques qu'elle peut avoir de mettre au monde des prématurés. En résumé, il est conseillé à une femme enceinte de suivre régulièrement les visites prénatales qui permettent de vérifier l'évolution normale de la grossesse. Elle ne doit pas se priver de manger à sa faim pour mieux alimenter son enfant, même si pour cela elle doit prendre quelques kilos supplémentaires. La cigarette est très déconseillée. Voici le résultat d'une enquête réalisée en Grande-Bretagne.
quand elle est enceinte, eh bien, le tabac a une action très nette sur la possibilité de vie de l'enfant. On considère qu'il y a 20% d'avortements et donc de mort de l'enfant avant qu'il ne puisse venir au jour dû au tabac. Et une fois que l'enfant est venu au monde, il est prématuré, il est généralement insuffisant en poids, il est plus fragile et on pense qu'environ 5% des mortalités de la période néonatale sont aussi liées au tabac. Et si vous faites un compte, c'est que c'est très sérieux, ça fait à peu près 25% des enfants qui ne viennent pas au monde, donc un enfant sur 4. Enfin, éviter les fatigues dues à des déplacements prolongés, comme les départs en vacances avec 600-700 km à parcourir d'une seule traite, ou des trajets quotidiens et réguliers trop longs, enfin, certains travaux physiquement pénibles. Il ne s'agit plus aujourd'hui de se contenter de sauver les cas jugés critiques, mais de les prévenir et de faire en sorte que tout se passe naturellement. Tel a été le grand thème de ce congrès. Voilà autant de conseils simples qui pourraient éviter à beaucoup de femmes le drame de la naissance d'un enfant anormal. Le professeur Debré, je vous l'ai dit, a présidé les entretiens de Monaco et il en a profité pour prendre position à son tour sur l'avortement. La déclaration que vous allez entendre est importante. D'abord parce que le professeur Debré fait autorité dans le monde de la médecine. Ensuite, parce que la loi sur l'avortement sensibilise depuis quelque temps une grande partie de l'opinion en France et dans beaucoup d'autres pays. L'opinion précisément du professeur Debré. Avec les études actuelles, on est sur la voie une voie très intéressante et très nouvelle qui permet d'indiquer à la mère qui attend son enfant, par une ponction de la myose par exemple à la 12e semaine, que cet enfant qu'elle redoutait, pour lequel elle redoutait une malformation, est sain. Et par conséquent, ça la rassure pour toute la fin de sa grossesse. Dans d'autres cas, au contraire, cela permet d'affirmer qu'il sera mal formé. Alors vous dites, il faut modifier la loi, mais... Oui, il faut sûrement modifier la loi, parce que la loi actuelle est tout à fait archaïque, et elle ne tient pas compte ni des découvertes de la science d'une part, ni de l'évolution des mœurs et des pensées, je veux presque dire de la morale. Par conséquent, il faut la modifier absolument, et la modifier bien entendu dans un sens libéral. Cela va de soi. Seulement, le point sur lequel il a été insisté est que il s'agit dans l'avortement non pas d'enlever un organe qui appartient à la femme, comme son rein ou sa rate, mais de supprimer la vie d'un être qu'elle porte et qui est déjà en puissance, en possibilité, avec tout son potentiel, un être indépendant d'elle, un futur homme. Alors nous demandons que, tout en envisageant une loi certainement très libérale et libératrice dans une grande mesure, on tienne compte de ce facteur sur lequel je viens d'insister, c'est qu'il s'agit d'empêcher de vivre, de tuer un homme futur. Alors, à partir du moment où, justement, dès la fécondation, vous demandez que l'on n'intervienne plus, comment voyez-vous la libéralisation de cette loi ? Nous ne demandons pas que l'on n'intervienne plus. Nous demandons que l'on réfléchisse avant d'intervenir et qu'on donne à la mère le droit d'intervenir quand elle est en état de légitime défense. C'est-à-dire quand elle peut dire que la poursuite de la grossesse produira un déséquilibre total dans sa vie personnelle, dans son équilibre physique, dans son équilibre moral, ceci étant compris dans le sens le plus large de ces termes. Alors dans ces conditions, la légitime défense peut être invoquée, et pour la légitime défense, on a le droit toujours de tuer. Ce 30 avril a été, dans toute la France, une journée du souvenir, la journée nationale de la déportation. On a prié à la Grande Mosquée de Paris, à la synagogue, et ce matin, une messe a été célébrée à Notre-Dame de Paris. Cet après-midi, enfin, cérémonie au Mont-Valérien. Le ministre des Anciens Combattants, M. André Bord, après avoir salué les drapeaux des associations d'anciens déportés et d'anciens combattants, a déposé une gerbe devant le bouclier de la flamme avant de se recueillir devant les 15 cercueils anonymes qui reposent dans la crypte du mémorial de la France combattante. Dans l'assistance, beaucoup d'anciens des camps de déportation, ceux qui ont eu la chance d'en revenir. Chacun se souvenait. Il y a 28 ans, les troupes alliées découvraient avec horreur des noms
Des noms qui entraient tristement dans l'histoire. Auschwitz, Dachau, Buchenwald, d'autres encore. Il ne faut pas oublier ces images. On en saura plus demain soir sur les chances de reprise du travail dans les ateliers de Renault à Boulogne-Billancourt. La direction, vous le savez, a décidé de rouvrir l'usine mercredi, mais les délégués syndicaux de la CGT vont se réunir demain afin d'arrêter les consignes qu'ils donneront aux ouvriers grévistes. Un mois et demi après les élections, le Front National a tenu son premier congrès aujourd'hui à Paris. Jean-Marie Le Pen et ses amis politiques, n'ayant aucun élu à l'Assemblée nationale, se sont demandé comment et dans quel sens ils allaient pouvoir s'exprimer désormais. Le congrès national qui est réuni à Paris les 28 et 29 avril, aujourd'hui en particulier, qui se clôt aujourd'hui, a pour but de relancer l'action et a confirmé sa volonté de poursuivre l'unification des forces de la droite nationale, populaire et sociale. Il a établi un plan d'implantation dans tout le pays et a réaffirmé son attachement au programme qu'il avait défendu devant les électeurs par l'intermédiaire de ses 100 candidats et dont les points les plus importants, qui se trouvent d'ailleurs actuellement vérifiés par l'actualité, sont les problèmes de l'immigration, ceux qui sont posés par la réforme de la défense nationale et du service militaire, et ceux qui sont posés par la réforme de l'enseignement et l'abrogation que nous réclamons de la loi Edgar Faure et de la politisation qu'elle a installée dans toute l'université. Et en particulier, si vous voulez, sur le problème de l'immigration qui nous paraît être un problème essentiel, car il apparaît nettement aux yeux du pays que certains éléments étrangers se conduisent dans le pays au mépris des règlements et des lois de notre pays et constituent une menace non seulement pour l'économie nationale, mais même dans certains cas pour la défense nationale. Avant de passer à l'actualité à l'étranger, une parenthèse que j'ouvre tout de suite pour les parieurs. Je viens de recevoir en effet les rapports du tiercé qui, je vous le rappelle, a donné lieu à 2 combinaisons gagnantes dans l'ordre cet après-midi à Longchamp. 10, 12, 22, 10, 22, 12 rapporte dans l'ordre 738 francs 40 pour 1 franc et dans un ordre différent 316 francs 60. Le couplet 10-12 rapporte 25 francs 60 et le couplet 10-22 96 francs 10. Dans sa résidence de Camp David, où il s'est retiré pour le week-end, le président Nixon a pu prendre connaissance aujourd'hui d'un sondage qui reflète l'opinion américaine sur l'affaire d'espionnage du Watergate. 63% des Américains estiment que la Maison-Blanche a été ni franche ni honnête dans cette polémique. Et un Américain sur 2 déclare ne plus faire confiance au président Nixon personnellement. C'est donc un chef d'État très certainement soucieux qui s'apprête à recevoir le chancelier allemand Willy Brandt. Messieurs Brandt et Nixon s'étaient déjà rencontrés en décembre 1971 aux États-Unis. Leurs entretiens, cette fois-ci, seront sûrement dominés par le problème de l'avenir des relations entre l'Amérique et l'Europe occidentale. Ces conversations interviennent quelques jours après le discours Kissinger préconisant une nouvelle charte atlantique basée sur une atténuation des frictions économiques américano-européennes. Pour le chancelier, ces propositions sont importantes, mais il s'est refusé à porter un jugement de valeur. La prudence est de rigueur, car il ne faut pas l'oublier, le chancelier Brandt est l'un des principaux dirigeants de la communauté économique européenne. À Chypre, le schisme est total maintenant. 2 encycliques étaient publiées hier. Le premier portait sur la signature de Monseigneur Makarios, qu'un Saint-Synode a récemment réduit à l'état laïque. La seconde portait la signature de Monseigneur Ganados, évêque de Paos, l'un des 3 évêques qui a précisément destitué l'ethnarque, poussé, dit-on, par le général Grivas. La semaine prochaine, chacun réunira son propre Saint-Synode pour envisager les mesures et contre-mesures à prendre. Mais aujourd'hui, l'île est divisée en 3, ceux qui veulent le rattachement à la Grèce, soutenu par le général Grivas, ceux qui veulent l'indépendance, qui suivent le président Makarios, et bien sûr les Turcs.
Au Cambodge, comme chaque jour depuis bientôt 2 mois, plus de 200 chasseurs-bombardiers et B-52 américains ont largué leurs bombes pour tenter d'enrayer l'offensive généralisée lancée en février par les maquisards contre le régime du maréchal Lon Nol. Les objectifs, bien que désignés par les services de l'ambassade américaine à Phnom Penh et bien sûr tenus secrets, sont faciles à l'heure actuelle à identifier. Il s'agit de la périphérie de la capitale. Les combats se déroulent maintenant aux portes de Phnom Penh où les forces gouvernementales ont lancé une opération sur la rive orientale du Mekong pour en déloger environ 200 commandos ennemis, mais c'est au sud de la capitale que se déroulent toujours les combats les plus sanglants. De larges sourires sur les visages des négociateurs américains et nord-vietnamiens après un entretien de 5 heures aujourd'hui dans une villa du Vésinet près de Paris. Apparemment, les discussions en vue de faire respecter les accords de Paris au Vietnam sont bien engagées. Prochain rendez-vous, en tout cas demain après-midi, à Gif-sur-Yvette. L'enfer, la nuit dernière aux États-Unis, c'était la gare de triage de la ville californienne de Sacramento. L'accident d'un train transportant des munitions a fait croire à l'explosion d'une bombe atomique. Ce n'est pas la banlieue de Saïgon après un attentat. Ce n'est pas non plus un faubourg de Phnom Penh, ni même l'essai d'une mini-bombe atomique. Il s'agit d'un accident survenu hier, en plein week-end, à Roseville, la gare de triage de Sacramento, capitale de la Californie. 52 blessés ont été relevés, mais jusqu'à maintenant on ne compte pas de morts. Rapidement, la région a été évacuée et la circulation interrompue, ne laissant place qu'aux pompiers et voitures de secours. Origine de cette catastrophe, le feu qui s'est déclaré pour une raison inconnue dans l'un des 21 wagons d'un train de munitions de la marine américaine. Ce furent ensuite les déflagrations qui se succédèrent pendant plusieurs heures. Au total, 7000 obus de 400 kg, soit 2800 tonnes de munitions, qui ont secoué la région sur un rayon de 25 km. 600 wagons ont été détruits dans la gare et les débris volèrent jusqu'à 500 mètres du lieu de la catastrophe. Pendant plus de 3 heures, les explosions se succédèrent à intervalles réguliers, chacune d'entre elles entraînant la suivante par onde de choc. Ce que les artificiers appellent, pour employer un langage consacré, une suite d'explosions dites par sympathie. « 17 morts en 5 accidents. 17 morts en 5 accidents la nuit dernière sur les routes de France. Tout porte à croire, hélas, que le bilan définitif des victimes de ce long week-end du 1er mai sera terrible. D'ores et déjà, le bilan provisoire des accidents que je viens de recevoir pour les journées du samedi et de dimanche est très lourd. 58 morts, 382 blessés, et ce n'est qu'un bilan provisoire. En Eure-et-Loire, près de Châteauneuf, toute une famille qui rentrait d'un mariage a été décimée. Dans la voiture qui s'est écrasée contre un arbre, le conducteur, sa femme, ses 2 frères et sa petite nièce ont été tués, 5 morts. Tout aussi dramatique l'accident qui s'est produit près d'Alençon et qui a fait 6 morts, 6 jeunes gens de 15 à 25 ans. Après cela, on ne sait plus quoi penser de ceux dont le métier consiste à défier la mort à bord d'un véhicule. C'est le cas de Richard Potty, un cascadeur qui a battu cet après-midi, dans la banlieue de Paris, le record du monde de cascade en moto. Il est passé sous un tunnel formé par 8 ballots de paille qui flambaient comme des torches. Robert Werner était parmi les spectateurs. Potty, 25 ans, est un trompe-la-mort affirmé. Il a fait ses preuves récemment en escaladant la Tour Eiffel le 7 octobre dernier par les poutres extérieures. Cette fois, il s'attaque au tunnel de la mort. Un Anglais, Stephen Dadd, l'avait parcouru sur 50 mètres. Il y a péri. Aujourd'hui, le tunnel mesure 65 mètres, record mondial. Potty va rouler à 50 à l'heure sur sa 350 cm3. Il mettra 8 secondes pour aller, 8 secondes pour le retour. Il emporte, vous le voyez, 2 caméras. Il emporte également une bouteille d'air comprimé pour alimenter le carburateur. Son réservoir en englobe 2, l'un contient 1 litre d'essence, l'autre de l'eau réfrigérée. Potty va partir dans quelques instants, mais il rêve déjà d'autres exploits. Il veut en effet percuter à 180 km à l'heure 2 voitures. Elles prendront feu. Après, ce sera à nouveau une performance. Elle lui trotte dans la tête depuis longtemps. Tourner 60 heures sur une moto sans s'arrêter. Potty vient là de réussir son premier passage. Il va repasser dans le tunnel de la mort. Vous le voyez là. La caméra a tout filmé.
nécessite combien de préparation de faire ça? À peu près 7 mois. 7 mois de préparation, d'entraînement Et vous allez faire ça 3 fois? 3 fois, oui. Enfin, mais c'est-à-dire, entre chaque passage, je m'arrête pour le temps de changer la bouteille et de vérifier la moto. Et ça forme un record? Ça forme un record, oui. Et vous avez peur, là? Peur, non, pas du tout. Cascadeur courageux, bien sûr, mais il faut tout de même reconnaître qu'il s'est effrayé un assez large passage. À tort ou à raison, les metteurs en scène modernes prennent de plus en plus de liberté avec le théâtre classique. Et en voici une nouvelle illustration. Hamlet, le chef-d'œuvre de Shakespeare, audacieusement adapté par Marcel Maréchal et toute la compagnie du Cothurne de Lyon. Avant de donner une série de représentations dans leur ville, à Lyon, à partir du 5 mai, les comédiens sont allés rôder ce nouvel Hamlet au théâtre du Gymnase à Marseille. Je vous laisse à votre surprise. Être ou ne pas être, c'est la question. C'est une traduction nouvelle de Raymond Lepoutre, c'est un très beau texte, un mot à mot de Shakespeare, mis dans une langue absolument merveilleuse, un texte superbe et qui est très agréable à jouer pour l'acteur. Et c'est ça qu'il y a peut-être d'abord de nouveau dans notre Hamlet. Tu crois que ça va? Et oui, après, c'est là, derrière. Ah non, ça va être très bien, ça. Et après, tu n'as plus qu'à t'asseoir au moment où il va là-bas. Ouais, c'est très très bien. Très très bien. Très joli. Voilà, comme un enfant qui reçoit un cadeau. Tu restes derrière, comme ça, tu souris amoureusement, comme tu le fais, et tu commences. Dans la mesure où notre Hamlet est un Hamlet baroque et multiforme, je pense que je pouvais être l'interprète de cet Hamlet-là. Mourir, dormir, pas plus. Et par un sommeil dire, nous terminons la souffrance du cœur et les milliers de coups naturels dont la chair est l'héritière. Oh, c'est un dénouement qui doit être dévotement souhaité. Mourir, dormir, peut-être rêver. Shakespeare est l'auteur du passé le plus contemporain. D'ailleurs, on a écrit un livre sur lui qui s'appelle Shakespeare, notre contemporain. C'est le plus proche de notre époque, et puis c'est le plus proche de ma sensibilité à moi, parce que particulièrement que je suis un metteur en scène, si vous voulez. Je revendique le baroquisme aussi bien en tant que metteur en scène qu'acteur, du baroque et du lyrique chez Shakespeare, et plus que chez les auteurs modernes, peut-être. Dans quelques instants, l'actualité sportive avec l'équipe de Sport Dimanche. Et vers 23h30, dernier point de l'actualité de la soirée avec François Bonnemain. Bonne soirée à tous.